Si vous étiez pris au piège dans les montagnes suédoises avec une créature mortelle, que feriez-vous? Personne ne peut vous entendre crier. Et vous devez rester ancré dans la réalité si vous voulez vous en sortir vivant. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le dieu maléfique dans le rituel. Ces gars vont vivre l'expérience de leur vie. Dans un pub local, ce groupe d'hommes discute de la destination de leur prochain voyage entre mecs. Le groupe suggère un certain nombre d'endroits où ils avaient l'habitude de faire la fête quand ils étaient plus jeunes. Mais un des amis, Robert, leur dit qu'il veut aller faire de la randonnée dans les montagnes suédoises. Certains sont d'accord, mais Luc rejette complètement l'idée. Une fois dehors, ils sont toujours en train d'évoquer l'idée de la randonnée, quand Luc aperçoit un magasin d'alcool. Il demande si quelqu'un veut continuer à picoler. Personne n'est intéressé, mais Robert entre quand même dans le magasin avec lui, alors que les autres se préparent à rentrer chez eux. En entrant, Luc confronte Robert par rapport à l'état de leur groupe. Tout le monde a vieilli et il lui dit qu'il n'arrive plus à s'amuser comme avant. Robert n'est pas d'accord, et il dit qu'il n'y a rien de mal à vouloir se poser. Tout à coup, il remarque une femme blessée, affalée derrière le comptoir. La porte arrière s'ouvre et deux junkies entrent, exigeant de savoir où se trouve le reste de l'argent. Terrifié, Luc se cache derrière les étagères, tandis que Robert reste figé sur place. Les junkies le remarquent et demandent à l'homme de leur remettre son portefeuille. Il le leur donne à contre-cœur, mais ils en veulent plus. Il leur remet sa montre, mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Le junkie lui taille le visage avec une machette et il s'écroule sur le sol. Luc ne sait pas quoi faire et reste figé pendant que les junkies s'emparent du reste des affaires de son ami. Robert jette alors un dernier coup d'œil à Luc avant que le junkie ne lui fracasse le crâne. Ça fait un mort et il en reste 4 à abattre. 6 mois plus tard, Luc se réveille dans une tente et sort pour admirer les montagnes suédoises. L'un après l'autre, ses amis se réveillent et se préparent pour une nouvelle journée de randonnée. En marchant le long du sentier, les gars trouvent un bon point de vue pour laisser un mémorial en l'honneur de Robert. Hutch prononce quelques mots et sort une flasque. Chacun prend une gorgée pour leur ami décédé et Hutch verse le reste pour le mémorial. Ce soir-là, ils installent leur campement et Hutch remarque que Luc se tient à distance. Il s'approche de lui et lui dit que la mort de leur ami n'est pas de sa faute. En regardant au loin, ils aperçoivent le chalet vers lequel ils se dirigent. Il est plus proche qu'ils ne le pensaient, mais ils sont sur le point de réaliser que le voyage sera aussi beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Le lendemain, le groupe se met en route vers le chalet, mais Dom glisse et se tord la jambe sur le sentier. Malheureusement, ils lui disent qu'il reste encore 6 heures avant la prochaine halte. Ils lui donnent un bâton pour marcher et continuent leur périple à travers les montagnes. Avant qu'ils ne partent, Hutch révèle qu'ils peuvent prendre un raccourci, mais que pour ça, ils devront quitter le sentier balisé et se frayer un chemin à travers la forêt. C'est la meilleure chose à faire, et les hommes ne le réalisent pas encore, mais ça va être leur plus grosse erreur. Le groupe se dirige vers la limite des arbres et se demande si c'est une bonne idée ou non. Ils entrent et la boussole de Hutch arrête de fonctionner. C'est le premier signe que quelque chose ne va pas, et ils regretteront bientôt de ne pas avoir pris le chemin le plus long. En se frayant un chemin dans la forêt, ils décident de faire une pause et de s'arrêter pour une photo de groupe. Un peu plus tard, les hommes sont fatigués et ne peuvent s'empêcher de penser à tout ce qu'ils vont pouvoir manger une fois rentrés chez eux. Tout à coup, ils aperçoivent le corps éviscéré d'un animal, suspendu entre les arbres. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est et réalisent que quelqu'un a dû l'accrocher là. Luc remarque que la créature saigne encore, ce qui signifie qu'il s'agit d'un animal fraîchement tué et que le coupable se trouve peut-être encore dans les parages. Ils poursuivent leur chemin dans la nuit, mais il commence à pleuvoir à verse. Ils demandent à Hutch où ils doivent aller et il leur suggère de monter les tentes maintenant et de continuer leur voyage demain. C'est alors que Luc aperçoit d'étranges runes sur un des arbres et il demande au groupe d'y jeter un coup d'œil. Ils allument leur lampe et découvrent qu'il y a une cabane abandonnée un peu plus loin, au-delà de l'arbre aux runes. Et il ne va certainement pas se passer quoi que ce soit d'effrayant à l'intérieur. Il défonce la porte et le groupe entre à l'intérieur, mais pas avant que Luc n'entende des sons étranges au loin. C'est super bizarre, mais l'homme rejoint ses amis à l'intérieur où il trouve des pendentifs étranges suspendus au plafond, similaires aux runes qu'ils ont vues sur l'arbre. Luc dit à Hutch qu'il ne veut pas rester ici, et il regarde encore une fois dehors pour s'assurer qu'il n'y a rien. Ils disent à Phil d'aller chercher du bois de chauffage, et il se rend à l'étage. Mais alors qu'il cherche, il se fait surprendre par le bruit que fait Dom en frappant les escaliers. Il continue à chercher, mais se retrouve dans une pièce étrange, et il crie aux autres qu'ils doivent monter. Le groupe vient voir ce qu'il a effrayé, et il voit une sculpture humanoïde sans tête. Bouleversés, ils redescendent pour allumer le feu. Ok, il y a déjà assez de choses qui se passent ici pour me dire que c'est franchement louche. Alors admirons ensemble combien de signaux d'alarme le groupe vient d'ignorer. Ils viennent de tomber dans un vieux cauchemar nordique. Je suis d'accord avec Hutch.
S'il y a un raccourci, il devrait le prendre puisque Dom s'est tordu le genou. Surtout si ce raccourci passe par un sentier forestier non balisé. Mais qu'en est-il de la jambe blessée? Après tout, ils vont dans une forêt. Il y a des tonnes de bois à utiliser pour s'abriter, faire des armes et même construire une jolie chaise pour transporter leur ami à l'entorse du genou. C'est le moins qu'ils puissent faire pour Dom. Concentrons-nous sur les armes, parce que rester en sécurité dans les bois sinistres est la priorité numéro 1. Et comme ils n'ont rien d'autre qu'un couteau, la fabrication d'une lance est la priorité numéro 2. Il s'agit d'une arme utile, qui nécessite très peu de ressources et qui était utilisée il y a 400 000 ans déjà. La plupart des lances étaient fabriquées à partir d'une combinaison de bois sculpté et de pierre. Donc si ça a fonctionné contre des mammouths à poils laineux, ça fonctionnera certainement contre ce qui se trouve dans cette forêt. Tout d'abord, vous devez vous trouver un bâton. Vous voulez un bâton de marche ou une arme? Heureusement, il y a beaucoup d'arbres abattus autour de vous. Vous devez vous assurer qu'il est au moins de votre taille, mais de préférence plus grand de 30 ou 60 cm. À en juger par la densité de la forêt et la structure des feuilles des arbres, ces gars sont entourés d'épicéas. Plus de 40% de tous les arbres de Scandinavie sont des épicéas, qui sont des résineux. L'épicéa a une structure de pore fermée à l'intérieur du bois, ce qui signifie que quand vous le coupez, les canaux de résine à l'intérieur guérissent ces coupures et rigidifient la future lance pour en faire une arme légère. C'est aussi le meilleur moment pour fabriquer des lances, parce que le bois mouillé n'est pas bon à prendre. Et à ce stade, ce que je comprends pas, c'est que parmi tous les gens équipés de smartphones qui prennent des selfies, personne n'a pensé à vérifier à l'avance si la pluie allait être de la partie. Je comprends que les forfaits internationaux d'itinérance des données soient une plaie, mais c'est mieux qu'une vraie plaie, non? Revenons aux lances. Hutch a un couteau, et c'est tout ce dont il a besoin. Des coupes nettes sont la partie la plus cruciale de la sculpture d'une lance, parce qu'elles affectent son équilibre. Une lance efficace est un bon mélange de force et d'acuité de la pointe. Commencez 15 cm en dessous de l'extrémité de la lance et faites une entaille autour de celle-ci. Faites des mouvements doux et lents en vous éloignant de vous, de l'entaille vers l'extérieur. Veillez à retirer également l'écorce, sinon la lance n'aura pas de mordant. Vous obtiendrez ainsi la pointe perforante que vous recherchez. Si le groupe veut être inventif, il pourrait même sculpter plusieurs lances sur lesquelles Dom pourra s'asseoir pour le transporter en lieu sûr. Autre avantage d'un Dom surélevé, si quelque chose traque le groupe, il pourra le voir. Et souvenez-vous que ces armes sur lesquelles Dom sera assis, ce seront des lances que lui et ses compagnons pourront envoyer pour mettre la bête KO. Mais bon, il ne faut rien de tout ça. Tout est aussi une question de refuge. Du point de vue de la survie en général, je suis d'accord avec le fait d'entrer par effraction. Rester dehors sous la pluie signifie avoir des chaussettes détrempées et cette humidité peut éventuellement conduire à un pied de tranchée. Et si vous pensez que l'entorse du genou de Dom est grave, attendez encore et faites le travail pour le monstre en laissant la nécrose s'installer. Mais bon, on vit et on apprend, hein. Assis en bas, Luke suggère qu'ils repartent d'où ils sont venus le matin. Hutch leur dit que tout va bien ici et qu'ils ont assez de provisions pour faire le voyage. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ne pas paniquer. Ils décident de se reposer, mais alors qu'ils dorment, Luke est réveillé par quelque chose d'étrange. Il aperçoit une lumière blanche à l'extérieur et il ouvre la porte, se retrouvant dans le magasin d'alcool où son ami est mort. Tout à coup, les murs s'effondrent et il se retrouve à nouveau dans la forêt. En regardant vers le bas, il voit du sang sur sa poitrine et il entend des cris à l'intérieur de la cabane. Il se précipite à l'intérieur et réalise que Phil a disparu, que Dom est dans une transe terrifiante, appelant sans cesse le nom de sa femme, et que Hutch a mouillé son pantalon. Il monte à l'étage et trouve son ami nu comme un verre en train de prier devant l'effigie sans tête. Il exige de savoir ce qui se passe. Confus, Phil lui dit qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et ils décident de faire leur bagage et de partir immédiatement. Dehors, ils découvrent les runes de la nuit précédente gravées sur tous les arbres autour d'eux. Les hommes comprennent qu'il s'agit d'un avertissement, et que quelqu'un ne veut pas d'eux ici. Luke suggère qu'ils repartent par le chemin d'où ils sont venus, mais Hutch n'est pas d'accord. C'est alors que Dom repère un sentier qui sort de la forêt, et il décide de l'emprunter, ignorant les avertissements de Hutch et Luke. Le groupe le suit et Phil leur demande ce qui s'est passé dans la maison. Hutch explique qu'il s'agissait juste d'un cauchemar et il s'énerve contre lui parce qu'il n'arrête pas de poser des questions. Un peu plus tard, ils aperçoivent des souches taillées par l'homme dans le sol et pensent qu'ils se rapprochent de la civilisation. C'est alors qu'ils passent devant une autre cabane, apparemment abandonnée. Mais ils n'entrent pas à l'intérieur cette fois. Il y a quelque chose d'inquiétant dans l'air et ça vient vers eux. Plus loin sur le sentier, Dom a besoin de faire une pause. Les gars s'énervent contre lui, mais Luke leur dit qu'il va vérifier ce qu'il y a en haut de la crête pendant qu'ils attendent leur ami blessé. Ils montent en courant et trouvent une surprise décevante. Il n'y a rien d'autre que des arbres à perte de vue qui les attendent dans toutes les directions. Et il est clair qu'ils sont perdus. Luke remarque une main enroulée autour d'un tronc d'arbre au loin et qui se cache. Et ça le terrifie. Il revient en courant pour prévenir les autres, mais personne ne le croit. Il leur dit qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans cette forêt, et il leur montre les blessures tachées de sang sur sa poitrine de la nuit précédente. Dom dit qu'il ne le croit pas, et tous les deux commencent à se disputer. Il révèle qu'il a toujours pensé que Luke était un lâche de n'avoir rien fait au magasin d'alcool.
Luke lui donne un coup de poing au visage et part en trombe, et Hutch le suit. Mais il réalise à présent ce que ses amis pensent vraiment de lui. Ok, les règles de la cabane hantée dans les bois commencent à s'appliquer ici. J'ignore tout ce qui est un tant soit peu bizarre ou effrayant. Ça inclut Phil qui prie nu et les coups de couteau faits avec des bois de Luke. La priorité numéro 1 serait de sortir de là et de revenir à la civilisation. Et à son crédit, Hutch dit ce qui aurait dû être le slogan du film « Continuer vers le sud-ouest ». C'est à partir de là que Dum Dum devient concon. Tout ne va pas bien. On a un mystérieux mannequin en bois sans tête à l'étage, des runes gravées dans la forêt sinistre à l'extérieur et un ami qui a désespérément besoin d'un nouveau pyjama. On ne peut ignorer qu'un nombre limité de cartons rouges. Ou alors ils sont vraiment daltoniens. L'option la plus logique est clairement de s'enfoncer dans l'inconnu, non? Et ils font donc ce que disait Luke, une de randonnée. Ces runes gravées dans les arbres sont assez intéressantes. Les runes sont le premier système d'écriture développé et utilisé par le peuple nordique dans l'ancienne Scandinavie. Les runes sont plus que des lettres, du moins dans l'optique du langage d'aujourd'hui. Selon la mythologie, les runes ont été découvertes par Odin, le père des dieux, après qu'il ait été pendu pendant 9 jours et 9 nuits à la recherche d'une sagesse supérieure. Une rune était une lettre, mais aussi un symbole utilisé pour illustrer une sorte de principe ou de pouvoir cosmologique. Quand un homme nordique écrivait une rune, c'était pour invoquer et diriger le pouvoir que cette rune représentait. Il existe aujourd'hui un symbole dont vous ne savez peut-être même pas qu'il provient d'une rune nordique, la flèche vers le haut. Elle provient de la rune de la lettre T et porte le nom du dieu de la guerre, Tyr. Il était l'un des principaux dieux nordiques, au même titre qu'Odin et Thor, et habitait dans le ciel diurne, présidant le droit et la justice. Et il était évoqué dans les sorts pour assurer la victoire dans les batailles. Malheureusement, il ne semble pas que les runes à l'extérieur de la cabane soient de bon augure cette fois, parce que les runes étaient également utilisées pour invoquer des esprits sacrés et des monstres. Ça pourrait expliquer les marques de bois de serre sur la poitrine de Luke. Maintenant, traitez-moi de montagnard d'honoraire, mais je partirai jamais en rando dans la nature profonde sans aucune forme de protection. Une corde, une bombe lacrymo, un couteau et un taser font partie de l'équipement standard. De toute façon, qui a besoin de tout ce qui est essentiel? En fait, tout le monde. La randonnée ne se résume pas à un raccourci à travers des bois inconnus dont vous ignoriez l'existence avant d'en avoir besoin. Il est absolument essentiel d'emporter l'équipement adéquat, surtout quand les choses tournent mal, et c'est ce qui s'est déjà produit. La trousse de premier secours, l'eau et le feu sont 3 éléments essentiels que tout randonneur doit avoir avec lui. Chaque randonneur devrait avoir une trousse de premier secours dans son sac. L'eau est également nécessaire. Il est recommandé d'en avoir près de 5 litres par 24 heures de marche. Mais c'est pas toujours possible. La règle générale est donc d'emporter une petite bouteille d'eau de taille standard d'1 demi-litre pour chaque heure. Le dernier élément essentiel de la randonnée dont le groupe ne disposait pas était un moyen d'allumer un feu, qu'il s'agisse d'allumettes tempête ou d'un silex. Ces articles sont légers, peu coûteux et ne prennent pas beaucoup de place dans votre sac de rando. Ce qui est encore plus fou, c'est que ces hommes avaient plutôt une bonne quantité de matériel de randonnée. Hutch avait une carte physique et une boussole. Les téléphones portables dont ils ne se servent pas sont utiles, mais ne devraient jamais remplacer complètement la carte et la boussole. Ils avaient également des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, des vestes isolantes pour se protéger du froid et de la pluie, des pantalons longs pour éviter les coupures, et des chaussures conçues pour résister à la marche sur les terrains accidentés. Ils ont également eu le mérite d'apporter une source de lumière chacun. Il faut toujours prévoir une source de lumière si on prévoit de sortir après la tombée de la nuit. Les hommes poursuivent leur route, mais ils s'arrêtent quand ils découvrent un morceau de tissu qui dépasse du sol. Hutch tire dessus et l'ouvre, et il découvre qu'il s'agit d'une tente. À l'intérieur, il trouve un portefeuille avec une carte de crédit qui a expiré en 1984. Réalisant qu'ils sont sur le point de subir le même sort, Hutch tente de les rassurer, en leur disant que le gîte qu'ils ont réservé va signaler leur disparition dans 5 heures. Le seul problème, c'est qu'il fait de nouveau nuit, et qu'ils vont être obligés de passer la nuit sur place. Plus tard, Hutch s'approche de Luke et lui dit que le reste du groupe ne va pas très bien. La blessure au genou de Dom s'aggrave d'heure en heure, et Phil est toujours traumatisé par ce qui s'est passé dans la cabane. Il lui dit que quand le matin sera venu, ce sera à lui d'aller trouver de l'aide, pendant que lui s'occupera du groupe. Alors que tout le monde dort profondément, Luke entend des grognements profonds et des branches cassées à l'extérieur de sa tente. Il ouvre la fermeture éclair de sa tente et assiste au même incident que celui du magasin d'alcool, au moment où Robert se faisait assassiner sous ses yeux. Tout à coup, il remarque qu'une des créatures emporte une de leurs tentes et se réveille instantanément au son des cris de Phil. Il se précipite à l'extérieur et remarque que la tente de Hutch a été ouverte, mais que l'homme est introuvable. Luke ouvre la tente de Dom pour lui demander où il est. Mais c'est alors qu'ils entendent leur ami crier au loin et une créature grogner. Les gars courent dans les bois en suivant les bruits pour essayer de retrouver leur ami perdu. Dom leur dit de retourner aux tentes et de recommencer à se repérer. Mais Hutch n'est plus là. Les cris ont cessé et ils sont sur le point de découvrir pourquoi. Au matin, ils continuent à marcher le long de la crête et trouvent Hutch empalé sur les branches d'un arbre, le torse complètement ouvert.
Ça fait 2 morts et il en reste 3 autres à abattre. Les amis le descendent de l'arbre et Luke fouille son corps à la recherche d'indices. Dom panique complètement, mais ils doivent partir avant d'être traqués et tués à leur tour. Et Dom pose des branches sur le cadavre avant qu'il ne continue. Les hommes demandent à Luke s'il a vu la créature en vrai, et il leur dit qu'il l'a aperçue et qu'elle est très grande. Dom perd son sang-froid et hurle de colère, mais Luke lui dit de se calmer avant que la créature ne découvre où ils sont. Plus tard, il trouve un petit ruisseau où boire de l'eau et remarque des pas qui s'éloignent du cours d'eau. Il réalise qu'il doit y avoir des gens cachés dans la forêt, et il décide de partir dans l'autre sens. En grimpant sur la crête, Phil dérape et glisse dans la pente. Luke va l'aider, mais il effraie son ami qui a encore du mal à oublier ce qui s'est passé dans la maison. Il traîne l'homme vers le sommet de la crête quand il aperçoit un ciel dégagé et va voir ce qu'il en est. Il admire la vue et aperçoit la montagne qu'ils ont escaladée plus tôt, réalisant qu'ils sont presque revenus sur le sentier. Mais au loin, il distingue plusieurs lumières dans les bois. Il retourne sur ses pas pour prévenir ses amis, mais voit la créature s'emparer de Phil. Terrifié, il tente de s'enfuir mais s'explose directement contre un arbre. Et dans tout ce chaos, Luke a un nouveau flashback du magasin d'alcool. Quand il revient à lui, il cherche l'un ou l'autre de ses amis, mais les bois sont complètement vides. Il se retourne et aperçoit Dom qui se cache derrière un arbre. Luke le rejoint sur le sol et le gars lui dit que quelque chose a pris Phil et qu'il va revenir pour eux. Ils comptent jusqu'à 3 et commencent à courir, mais c'est alors qu'ils entendent quelque chose derrière eux, et ils réalisent que la créature est sur le point de les rattraper. Ils courent pour sauver leur vie et se retrouvent sur un chemin éclairé par des torches, et en fouillant la zone, Luke trouve Phil empalé sur un arbre, exactement comme l'avait été Hutch. Ça fait 3 morts, et il en reste 2 à abattre. Les gars paniquent, mais réalisent qu'ils n'ont pas le temps de ralentir. Ils suivent le chemin jusqu'à une autre cabane, mais celle-ci est différente et présente des signes de vie. Quand ils entrent, Luke remarque une vieille femme assise à côté d'un lecteur de vinyle. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, ils se font assommer. Plus tard, ils se réveillent à côté de Dom, mais tous les deux sont enchaînés et menottés. Luke creuse un trou dans le mur, regarde à l'extérieur et voit un groupe de personnes étranges en train de construire quelque chose. Dom lui dit qu'ils doivent partir maintenant, sinon ils vont se faire tuer. Il dit à Luke de casser la bouteille sur la table et d'utiliser le verre pour couper les cordes. L'homme essaie d'atteindre la bouteille avec ses pieds, mais il est interrompu par les villageois. Une vieille femme entre et lui offre un truc à boire. Il ne sait pas ce que c'est, mais le boit quand même. Elle baisse alors sa chemise pour révéler la blessure qu'il a, et elle lui montre qu'elle a exactement les mêmes marques sur sa propre poitrine. La vieille femme s'approche de Dom avec son verre, mais elle se détourne et donne des ordres aux gardes. Ceux-ci viennent immédiatement détacher Dom et l'emmènent à l'étage. Luke reste assis impuissant tandis qu'il entend son ami crier pour sa vie. C'est alors que cette femme blonde entre et bouche les oreilles de Luke, expliquant que les gardes préparent un sacrifice. Et l'homme finit par perdre connaissance. Plus tard, il se réveille de sa sieste et voit les gardes ramener Dom. Luke lui demande s'il va bien, mais Dom ne pense qu'à lui raconter le cauchemar qu'il a fait dans la maison. Il a rêvé qu'une créature le saisissait et a eu une vision de sa femme. Comprenant qu'il va mourir, l'homme dit à Luke de brûler cet endroit et de s'enfuir. Mais il lui demande une dernière faveur, de dire à sa femme qu'il a essayé de revenir. Les gardes emmènent Dom à l'extérieur et ils l'installent sur un poteau. Un puissant grognement résonne dans les arbres et les païens se prosternent devant la créature qui est sur le point d'arriver. Pendant ce temps, Luke glisse péniblement sa main hors des cordes qui l'enserrent. Ok, c'est là que nous commençons enfin à avoir un peu de raison revenir dans le chaos. Luke n'a pas écouté Dom à propos du verre au début, mais il le fait maintenant. Il est seul et a une issue de secours. Vous avez peut-être raté cette ouverture parfaite qui est recouverte de planches. Le fait qu'il soit devant une fenêtre donne à Luke l'occasion de s'échapper. Et quand vous avez affaire à une bande de païens prêts à vous sacrifier, vous n'avez pas beaucoup d'occasions de le faire. Mais si comme Luke vous avez les mains attachées dans le dos, il suffit de les tordre et de persévérer. Accroupissez-vous et enjambez vos mains pour les mettre devant vous. Les cordes sont faites de fibres naturelles comme la paille, et ce type de fibre s'étire. La première chose à faire pour s'échapper est donc d'étirer la corde en tordant vos poignets d'avant en arrière pour desserrer le nœud. Rapprochez vos poignets le plus possible en plaçant vos mains devant vous. Vous pouvez même utiliser vos dents pour vous aider. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à bouger vos mains de haut en bas jusqu'à ce que le nœud et la corde se défassent. Et si rien de tout ça ne fonctionne, les objets pointus fonctionneront très bien. Dom a d'ailleurs suggéré de casser la bouteille en verre et de l'utiliser pour couper les cordes. Frotter les cordes contre l'extrémité pointue d'un bout de verre, l'arête d'un mur ou d'un bureau, ou même la gâche d'une porte est un excellent moyen de se libérer. Lui se casse le pouce pour se libérer de la corde. Les menottes, les serre-câbles et le chatterton sont conçus pour s'adapter à la plus petite partie de votre poignet. Votre main doit donc faire la même largeur pour que vous puissiez vous libérer. En réalité, Luke aurait dû se casser le pouce, l'index et l'auriculaire pour avoir la flexibilité nécessaire à ce genre d'évasion. En attendant la bête, Dom voit sa femme au loin et commence à répéter son nom encore et encore comme dans la cabane.
Elle s'approche de lui et lui saisit le visage. Mais tout n'est pas ce qu'il semble être. La créature saisit Dom et l'emmène pour l'empaler sur un arbre. Ça fait 4 victimes et il n'en reste plus qu'une. La femme blonde revient vers Luke et lui demande si Dom a été descendu de l'arbre. Elle lui dit qu'il ne déplace pas les corps et révèle que la créature est un Jotun, un enfant sans nom du dieu nordique Loki qu'il vénère. En échange de l'immortalité, les païens doivent fournir des sacrifices humains. Le rituel de Luke sera le suivant. Mais comme il est marqué, il sera forcé de s'agenouiller devant le dieu pour devenir l'un d'entre eux ou subira le même sort que ses amis. Quand elle part, il fait les 100 pas dans la pièce et trouve le courage de s'enfuir. Il sort et s'arrête brièvement devant une salle de ravitaillement remplie d'armes. Il voit la vieille femme entrer et se dirige vers l'étage pour se cacher. En haut, il y a des rangées de ce qui semble être des humains momifiés, tous en adoration devant un personnage central. Luke prend alors une torche et les enflamme un par un. Ok, on peut parler du monstre une seconde? Nous avons appris que les habitants des collines l'appellent Jotun, mais qu'il s'agit plus précisément d'un Jotnar, une race de géants ressemblant à des dieux. Dans de nombreuses langues scandinaves, maudire signifie mère, et en vieux norrois, ça se traduit par colère ou chagrin. Cette bête est un Jotun obscur qui est vénéré par un groupe de sectaires en échange d'une vie naturellement longue et d'un peu de sacrifice humain pour montrer leur dévouement. Comme beaucoup de divinités païennes, Maudire est impitoyable et exigeante, ce qui se manifeste visiblement dans son interaction avec sa secte. Comme tout dieu qui se respecte, Maudire a de la pitié, si vous êtes un dévot et que vous lui promettez une loyauté qui rendrait un labrador jaloux. Mais il pourrait y avoir une créature plus horrible dont Maudire s'inspire, le Nucklavi. Il s'agit d'une créature marine mythique qui se transforme en cheval, comme un démon, quand elle va sur la terre ferme. Cette forme terrestre a des appendices minces, n'a pas de jambes, une bouche béante, 2 têtes et un torse d'homme. Son haleine seule flétrissait les cultures et tuait le bétail, et lorsqu'il était sur Terre, le monstre était responsable des épidémies et de la sécheresse. Si vous rencontrez un Nucklavi, il vous suffit de traverser un cours d'eau et de passer sur l'autre rive. Nous avons donc un mélange effrayant de Nucklavi, d'Odin et de Jotun en plus, dans le corps d'un énorme singe humanoïde croisé d'un genre d'élan. Ce mélange de mythes et de cauchemars donne naissance à un des meilleurs monstres de cinéma depuis des années. Raison de plus pour que Luke obtienne sa revanche sur ce démon. Luke descend les escaliers, voit la vieille femme qui le regarde fixement et il la frappe au visage. Il prend ensuite un pistolet dans la réserve et entend des gens crier à l'extérieur. Luke est sur le point de s'enfuir quand un païen tente de l'arrêter, et il l'abat de sang-froid avant de s'élancer hors du bâtiment en flammes, emportant une hache avec lui. Alors que la cabane s'embrase, Luke voit la créature étouffer la femme blonde entre ses mains. L'homme jette un coup d'œil et décide de tirer sur la créature. Mais c'était une mauvaise idée, et la créature laisse tomber le corps pour se concentrer sur lui. Blessé, il s'éloigne du danger en boitant, tandis que la créature lui court après. Il regarde tout autour de lui et reconnaît une scène familière, remarquant que les lumières du magasin de spiritueux apparaissent derrière lui. Il décide de suivre les lumières et de courir pour échapper à la créature. Mais il est trop lent. L'homme se fait renverser par la bête et il remarque une trouée dans la forêt, et tente de se mettre à l'abri. Mais la créature le soulève soudain. On dirait qu'elle va l'empaler sur un arbre, mais au lieu de ça, elle le repose par terre. Elle se met à parler une langue étrange et Luke veut encore s'échapper, mais il se retrouve agenouillé au sol avant même d'avoir pu essayer de s'enfuir. Ok, Luke a eu son barbecue final apparemment. Brûler la chapelle faisait l'affaire, c'est vrai, mais c'était le choix le plus facile. Les païens restants sont pratiquement morts, les momies vivantes sont brûlées et le prêtre nécromancien est parti en fumée. Dans l'ancienne mythologie nordique, il s'agissait de faire des sacrifices de sang pour être en bon terme avec les dieux. On voulait toujours être en bon terme avec les dieux, parce que la fertilité ou la chance au combat en dépendait. Un des sacrifices de sang les plus courants était celui des Vikings, qui suspendaient des animaux et des humains dans des bois sacrés, nommés d'après le Tout-Père. L'utilisation du nom d'Odin étant sacrée, elle était réservée à des lieux importants. Ansholt, au Danemark, est un de ces lieux. Ansholt est une version abrégée d'Odinsholt, qui signifie « bois d'Odin ». Le culte qui s'y pratiquait vénérait Odin, et on pendait aussi bien des animaux que des personnes. Odin était le dieu des classes supérieures et était principalement vénéré par les manias, un prêtre païen et des guerriers. La vie humaine était le sacrifice le plus précieux qu'on pouvait faire aux dieux. Les dieux ont donné la vie aux humains, alors leur rendre l'appareil par un sacrifice était très important. Pour en revenir à Luke, il a déjà fait le job. Pourquoi ne pas en récolter les fruits et demander quelque chose à maudire maintenant? Si le bâtard céleste peut faire ce qu'il veut dans les bois, il n'en reste pas moins lié aux coutumes, aux sacrifices et aux rituels. C'est ce que montre le fait qu'il oblige Luke à se prosterner devant lui. Luke devrait demander à Maudire de créer un monde où tout le monde est en vie et où il peut vivre libéré de l'horreur qui s'est produite. Il pourrait alors oublier qu'il est responsable de la mort de son ami sous les néons du magasin d'alcool. Tous les cris qu'il a entendus disparaîtraient. Même les petits bâtards des dieux ont une certaine capacité de compassion. Et ce Jotun a montré qu'il n'était pas différent.
Il n'a fait que ce que les membres de la secte lui ont demandé. Avoir ce paradis semble être une bien meilleure option que la douleur. Alors qu'il regarde au-delà de la hache, Luke voit le corps blessé de Robert qui le regarde. Mais c'est alors que la créature retire ses mains de lui. Luke se relève et lui donne un coup de hache au milieu du corps, ce qui lui laisse assez de temps pour s'enfuir. Il parvient enfin à sortir de la forêt et observe la créature qui rugit après lui. Mais elle ne semble pas pouvoir le poursuivre en dehors de la forêt. Alors que le soleil se lève, Luke s'en va avec un poids encore plus lourd que celui avec lequel il était entré. Et il a appris une leçon précieuse. Il ne faut jamais partir en voyage en Suède. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous fait pour battre le rituel? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!